ceux qui ne se sont pas encore renommés, vous savez que vous avez un petit onglet, le petit plus au niveau de votre nom participant, vous pouvez vous renommer. C'est plus pratique pour nous, pour l'émargement d'une part, et surtout quand vous allez à poser des questions pour qu'on vous retrouve plus facilement dans le chat pour vous donner la parole, activer vos micros. Donc, si vous pouvez regarder sur le côté, le petit plus à côté de participants, vous avez la possibilité de renommer, si possible, nom, prénom ou prénom, nom, comme vous voulez, pour qu'on puisse vous retrouver plus facilement. Euh, voilà. Très rapidement, Ecopolis, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, mais je crois qu'il y a pas mal d'aficionados. On est un centre de ressources, donc notre mission, c'est contribuer au développement soutenable de la société en accompagnant l'évolution des pratiques des professionnels actuels et futurs dans le domaine de l'aménagement et de la construction et sur le territoire francilien. On est une association qui est indépendante, qui publie énormément de contenu libre d'accès. Donc, on veut que tous nos événements et nos publications soient le plus accessibles possible. Et ce qui fait notre force, en fait, c'est nos adhérents et tous les partenaires qui travaillent avec nous. Aujourd'hui, on a une dizaine de salariés, on a à peu près 90 adhérents actifs, hein, et à peu plus de 5500 abonnés à notre newsletter. On est soutenu par les services déconcentrés de l'État, par la DRIE, DIREA, l'ADEME, l'Ordre des architectes en Ile-de-France, les CAUE, et depuis récemment, il y a la métropole du Grand Paris qui nous a rejoints. Et donc tout l'ensemble de nos adhérents qui contribuent à l'ensemble de nos groupes de travail et à toutes les missions d'Ecopolis. Vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai le lien dans l'onglet Converser. Donc, on a une newsletter en fait mensuelle où on fait une veille sur toutes les publications qui nous paraissent intéressantes, les événements, les formations, les appels à projets qu'on relaie au maximum pour que vous soyez tenus informés le plus possible de toute l'actualité du secteur. On organise aussi pas mal de retours d'expérience. Donc, on publie des retours d'expérience sur différentes thématiques, notamment des monographies de retours d'expérience sur des opérations de bâtiments. On fait pas mal de fiches opérations aussi. On visite les opérations. Donc, tout ça, c'est du contenu qui est disponible sur notre site internet aussi, gracieusement. On organise beaucoup d'événements professionnels comme celui de ce soir, des conférences, mais également des événements comme le cycle réhabilité. D'ailleurs, il y a un épisode demain sur la thématique des biosourcés dans les rénovations de logements notamment. On organise aussi on participe énormément de jurys professionnels, notamment les trophées Bois Île-de-France, c'est assez régulièrement, et on monte des formations professionnelles. Et on a une quatrième mission en fait qui est plus récente, qui est l'accompagnement des opérations en démarche bâtiment durable francilien. Donc c'est une mission qu'on porte depuis 3 ans maintenant, où on accompagne les opérations à travers un référentiel bâtiment durable qu'on a personnalisé pour la région Île-de-France. Donc vous avez possibilité aussi d'inscrire ou de faire inscrire vos opérations, soit les maîtrises d'ouvrage, soit les maîtres d'œuvre, pour pouvoir profiter de cet accompagnement sur la cohérence environnementale des opérations, et notamment on valorise les innovations sur ces opérations. Donc on fait des commissions qui sont publiques, dans lesquelles des membres de commission qui sont des professionnels du secteur vont amener un regard sur les opérations. Et surtout, comme c'est public, c'est aussi un moyen pour les professionnels de voir un petit peu ce que font les autres, de partager, d'échanger, d'enrichir son réseau. La conférence de ce soir, alors c'est la troisième. On aura des conférences a priori à la rentrée en janvier et en février. Les dates ne sont pas encore fixées parce que pour des questions de Covid et de disponibilité aussi des intervenants, mais a priori ce serait fin janvier et fin février. On vous communiquera le plus rapidement possible les dates, bien sûr. Celle de janvier, on aimerait faire une soirée sur la valorisation des friches et notamment essayer d'avoir un retour d'expérience sur la friche Kodak à Sevran en particulier. Et on fera une thématique suivante sur les zones d'activité, notamment les zones d'entrée de ville, avec la valorisation, la requalification de ces espaces-là. Alors, la conférence de ce soir, on a deux intervenants. Alexandre Bouton,
qui est donc architecte urbaniste et à ses heures aussi charpentier, si j'ai bien noté, qui est donc associé fondateur de l'agence Urban Act, qui sera accompagné de Raphaël Hénard, qui est responsable maîtrise d'œuvre pour le bureau d'études Cité à Conseil, qui est à Niort, si je ne m'abuse. Grâce à la visio, ça permet d'avoir des acteurs aussi qui viennent d'un peu partout, donc c'est l'avantage. Donc, on a monté en fait la thématique de ce soir en essayant d'identifier un peu quels étaient les enjeux à relier lorsqu'on met un projet de reconquête urbaine de l'espace public en visant une renaturation en fait qui soit qualitative. Donc c'est le point de départ, ce qui nous a permis de chercher un peu d'identifier des opérations. C'est comme ça qu'on a identifié notamment les opérations pilotées par Alexandre et Raphaël. Donc, on a essayé d'identifier un peu des problématiques que pouvaient se poser les maîtres d'œuvre sur qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux enterrés, qu'est-ce qu'on fait quand on découvre des sites où il y a un patrimoine archéologique qui a été identifié, comment on gère la question des remblais notamment, quels sont les coûts de ces solutions. Donc, Alexandre va nous faire un retour d'expérience sur ces sujets-là. Et donc, on a identifié avec lui 3 opérations qui nous paraissaient représentatives des différentes contraintes qu'on pouvait rencontrer, avec des enjeux différents. Donc, Alexandre nous fera plus globalement une remise en perspective aussi de ces actions de végétalisation dans une dimension plus stratégique au niveau territorial et politique. Et après, on basculera sur la présentation de ces solutions, de ces opérations, avec notamment donc le quartier Paul Bourget, qui est en fait un quartier en bordure de périphérique, donc avec un enjeu particulier dans la relation entre le paysage et l'infrastructure. On aura une seconde opération qui est un centre-ville, donc avec la difficulté d'intervenir dans un centre-ville très actif dans une commune de l'Est parisien, une commune de 54 000 habitants qui est Bondy. Et on aura une problématique différente dans un petit centre-ville d'une commune rurale, Saint-Mexan-l'École, qui est dans les Deux-Sèvres, qui a une trentaine de kilomètres de Niort, avec là pour le coup une problématique inverse qui est un centre-ville qui périclite, et comment à travers le traitement paysager, la végétation, on va contribuer à redynamiser ce centre-ville. Voilà, donc je vais laisser la parole à Alexandre. N'hésitez pas au fil de l'intervention à poser vos questions directement dans le chat, et nous on relaiera les questions, on vous activera le micro pour que vous puissiez intervenir d'ici une bonne quarantaine de minutes, 40-50 minutes, voilà, je pense. Alexandre, je te laisse prendre la main pour présenter. Oui, bonjour à tous. Merci à Ecopolis et à l'ordre de nous laisser la parole ce soir. Merci à tous d'être là. Donc, alors attendez, il faut que je reprenne la main sur la projection. Tac, tac. Donc voilà, peut-être juste un propos introductif, mais très bref, sur lequel je reviendrai après. Donc, présenter rapidement l'agence. Donc, c'est une agence que j'ai fondée en 2006, après un diplôme d'architecte, enfin d'abord un diplôme de menuisier charpentier à l'École nationale du bois à Mouchard, dans les forêts jurassiennes, après un diplôme d'architecte à l'école de Marne-la-Vallée, Ville et Territoire, et puis un diplôme d'urbaniste à Sciences Po. Donc aujourd'hui, l'agence, c'est une vingtaine de salariés, architectes, ingénieurs, paysagistes, urbanistes, où on travaille toujours à l'articulation entre l'échelle du territoire, l'échelle d'architecture, de l'architecture, et puis l'échelle de l'intégration du citoyen dans cette dynamique de transformation de la ville et d'adaptation de la ville, je dirais, du tout pétrole, la ville construite le siècle dernier, aux enjeux climatiques. Donc là, comme ça a été dit, je vais essayer de commencer par faire une introduction sur la manière avec laquelle on travaille à l'agence sur ces enjeux. Ensuite, sur 3 opérations sur lesquelles on travaille en ce moment, sur différentes manières de transformer la ville pour l'adapter à ces enjeux, à la fois Porte d'Italie, le quartier Paul Bourget, donc à l'interface entre le périphérique, le boulevard des Maréchaux, l'avenue d'Italie,
Bondy, donc une ville qu'on dit de banlieue, en même temps où il y a des enjeux extrêmement importants aussi, mais on est vraiment entre rénovation urbaine, renouvellement urbain, centre-ville, infrastructure, et puis Saint-Mexant-l'École, où là on est dans une autre dimension, puisqu'on est dans un centre-ville médiéval qui périclite. Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc juste pour rappel, je sais que vous connaissez tous très bien, puisque vous avez pour la plupart certainement déjà écouté les dernières visios, mais bon, c'est toujours bien de rappeler les enjeux un peu à sa manière. Donc aujourd'hui, on a 40 métropoles dans le monde qui émettent environ 60% du CO2 dans l'atmosphère. Ces 40 métropoles arrivent à des niveaux d'intensité, de densité, d'empiètement sur les espaces naturels qui posent véritablement question et qui, je dirais, remet même en question notre rapport au monde. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment ces villes, ces métropoles, à un moment donné, peuvent jouer un rôle dans cette résilience planétaire, ce qu'on appellerait le jardin planétaire, un peu à la Gilles Clément, qu'on doit aujourd'hui reconstruire. Ce que dit Monique Barbu, qui est l'ancienne secrétaire générale des Nations Unies, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et notamment celui que je vais vous présenter après, c'est que si dans ces 40 métropoles, on renaturait 50% des espaces artificialisés durant le siècle dernier, c'est-à-dire les friches industrielles en grande partie, on pourrait économiser jusqu'à 2 degrés pour la planète. En fait, le fait que le sol, entre un sol neutre et un sol vivant avec la faune aérobique, anaérobique le constitue, soit un puits de captation carbone, est quelque chose de fondamental pour l'avenir de la planète. Donc le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui entre les métropoles qui continuent à émettre du CO2 dans l'atmosphère, donc ces 40 métropoles, et puis des espaces qui se désertifient de plus en plus aux confins du Sahel, dans les limites les plus reculées de la planète, soit à cause de la montée des eaux ou à cause de l'évolution des déserts. Ce sont des enjeux géopolitiques mondiaux colossaux auxquels il faut que les métropoles comme Paris se positionnent le plus rapidement possible. Donc là, on avait fait un petit travail avec le territoire d'Est Ensemble que je vous présente en introduction pour resituer ces enjeux. Là, ce que vous voyez, en fait, donc on voit bien le périphérique que tout le monde connaît avec le boulevard des Maréchaux, de cette ceinture qui enserre Paris dans son territoire. Et en vert, ce qu'on voit là, donc le Père-Lachaise, le parc de Belleville, les buttes Chaumont. En fait, c'est le plateau de Romainville. En fait, le plateau de Romainville qui est une figure géographique magnifique, puisqu'en fait, elle vient à cheval sur le périphérique, créer comme ça une continuité. Enfin, il n'y a pas de continuité pour l'instant, mais elle pourrait créer une continuité extrêmement intéressante. On a aux portes de Paris, ici, environ 70 hectares d'anciennes carrières de gypse, comme l'étaient en fait les buttes Chaumont avant d'être réaménagées, qui sont des carrières en ruine, un sol en ruine, qui pourrait être utilisé pour créer un parc métropolitain, donc ce qu'on avait appelé le parc des hauteurs à l'époque quand on avait travaillé dessus avec l'IAU-RIF et le territoire d'Est Ensemble. Donc c'est l'IAU-RIF qui avait initié un peu cette vision, cette dynamique avec Paul Lecroix. Et donc l'idée sur laquelle on avait travaillé, donc ça c'était dans le cadre d'une mission pour la création d'un projet de territoire sur Est Ensemble, qui était en fait une mission de préfiguration pour le PADD du PLU intercommunal sur lequel on avait travaillé. Et en fait, on avait travaillé sur des figures géographiques comme celle-là pour voir comment en fait le territoire, son évolution, pouvait devenir un territoire de solidarité à l'échelle de la métropole. Donc, on avait identifié cette figure paysagère, une boucle de 16 km de long, avec 300 hectares potentiels de nature aux confins de Paris, qui était un enjeu fondamental, puisqu'on voit bien aujourd'hui ce que sont les buttes Chaumont dès qu'il commence à faire un peu chaud. En fait, un espace de nature dans la ville dense qui ne respire plus du tout, puisque voilà, quand on sait qu'un être humain développe 2,5 kWh, ça commence à chauffer. Et les tensions sont aussi très importantes dans ces lieux-là. Et donc tout ça, bien sûr, c'est issu de toute une réflexion sur les métropoles paysages qui ont pu être menées avec le Fingerplan de Copenhague ou toute la stratégie de Olmsted à Boston qui pourrait venir en fait, travailler sur la ville existante, la ville dont on hérite, cette ville de friche, cette ville de
des confins de l'industrie, de tissus de faubourg, où à un moment donné, il faut, à travers une stratégie d'évolution territoriale, à travers une vision sur ce PLU, réussir à fédérer les territoires autour de projets communs qui sont des projets métropolitains pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Ce qu'on avait vu, c'était intéressant, je ne l'ai pas mis là, mais j'aurais pu la mettre. On avait fait une carte à un moment donné sur les différents PLU qu'on avait mis les uns à côté des autres, donc les différents PADD de l'ensemble des villes. Alors à l'époque, ça c'était une étude qu'on avait menée à peu près en 2016. Donc ça faisait un joli tableau de Pollock avec des PADD juxtaposés les uns à côté des autres, mais ça donnait rien de cohérent en termes de continuité territoriale. Et c'était tout l'enjeu de ce travail, c'est-à-dire de ne pas seulement mener, je dirais, une démarche réglementaire, mais de mener une démarche de projet qui pouvait faire ensuite règlement. Et on avait travaillé pour ça sur le lien entre la dimension paysagère en lien avec la dimension de densité, c'est-à-dire que la dimension de densité soit une résultante d'une dimension paysagère première et pas l'inverse, et que le paysage ne soit pas une sorte de résidu d'une densification opportuniste qui se ferait à travers une évolution territoriale, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Ça, c'est les fontis, en fait, les carrières telles qu'elles sont aujourd'hui existantes, enfin, telles qu'elles étaient existantes là, au moment où il y avait les carrières qui étaient exploitées, telles qu'elles sont aujourd'hui. Elles descendent jusqu'à 80 mètres de profondeur. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement dangereux, parce que le gypse se dissout avec l'eau qui arrive. Et donc ça, c'est le terrain, donc abandonné depuis plus de 50-80 ans, qui s'est renaturé sur lui-même, avec cette idée qu'on avait eue à l'époque de laisser ce territoire. On avait visité avec Gilles Clément, avec Thierry Salomon de l'Institut Négawatt et puis avec Monique Barbu. Et on s'était dit qu'en fait, ce sol, c'était un potentiel unique, qu'en même temps, il y avait un problème de stabilité des sols. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la région Île-de-France avait pris la décision de remplir de gravats pour pouvoir créer un parc sur une partie. Mais là, l'idée, c'était de créer une infrastructure métropolitaine. C'était dans le cadre de l'exposition universelle. C'était la candidature du territoire d'extension à l'exposition universelle, de faire une sorte de grande infrastructure comme ça qui ne touche pas le sol, qui se fonde, pour recréer une infrastructure métropolitaine de fraîcheur dans ce parc. Donc ça, c'est juste un propos introductif qu'on pourrait peut-être penser un peu utopique. En même temps, toutes les expositions universelles, quand on regarde, elles ont tout à un moment donné construit des ouvrages qui semblaient à l'époque complètement utopiques, comme la Tour Eiffel qu'on pensait démolir dans les 5 à 10 ans qui venaient derrière et qui sont toujours là aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut se donner les moyens de certaines ambitions. Ensuite, donc l'idée, c'est de venir sur Paul Bourget pour essayer de vous montrer comment, sur un quartier de 7 hectares au port de Paris, donc, entre l'avenue d'Italie, le périphérique, comme on voit là, ce territoire un peu relégué, comme souvent, quoi, de bars des années 70, pris en étau sur le périphérique, avec toute cette problématique de son, d'acoustique qui venait là, l'avenue d'Italie qu'on a ici, le parc Ellermann ici, qui est en même temps cette ouverture sur la vallée de la Bièvre, mais en même temps qui a complètement disparu sous l'infrastructure, et ce parc complètement engoncé, perdu, avec l'idée en fait de venir à cet endroit retrouver une adresse à travers l'évolution du quartier du parc Ellermann sur l'avenue d'Italie. Donc l'idée, on a commencé à travailler sur ce quartier, c'était un des premiers projets sur lesquels l'agence avait été retenue en 2008, au départ par la ville de Paris, puis après par la CEMAPA qui avait récupéré le projet quand il est passé au niveau opérationnel pour le réaliser, avec cette idée du coup de venir réadresser une continuité du parc. Aujourd'hui, on avait une porte à cet endroit-là, de retrouver une deuxième porte autour de laquelle on organisait le quartier. Et donc, du coup, dans le lien entre le périphérique, la création d'une rue, la rue Paul Bourget, la création de ce parc, on réinventait du coup un urbanisme à l'échelle des enjeux métropolitains. Donc, on voit le plan tel qu'il était en 2006. On voit aujourd'hui l'évolution. Donc, on a toute une partie qui sont construites. Donc, ça, c'est construit. Ça, c'est construit. Toute cette partie-là est construite. Il reste ça à construire. Et le parc est en partie livré avec cette idée que le parc venait en fait irriguer les cœurs d'îlots
de chacune des constructions, avec une question de continuité faune-flore qui était importante à la fois vis-à-vis du parc, vis-à-vis du talus du périphérique. Donc c'est toujours un peu le problème sur ces projets, c'est qu'on est toujours dans cette interface entre une nécessité d'intensifier les choses et en même temps de recréer de la nature. Et donc du coup, souvent ce qu'on fait, vous le verrez dans les différents projets, c'est qu'on assume un moment de rupture dans ces dimensions pour justement arriver à concilier les mondes, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là, on voit les barres existantes. Donc les premiers projets, c'était une opération de cause qu'on avait réussi à faire en 2 bâtiments comme ça, qui venaient s'adresser sur le parc et sur le périphérique. Ensuite, le bâtiment d'Ixtu, donc là, plutôt une opération de bureau sur l'avenue. Et puis ensuite, une opération de Martin Duplantier, nos époux, Philippe Oncal, qui n'est pas encore construit ici, le collectif, etc. ici, avec d'autres bâtiments qui viennent derrière, qui ne sont pas encore construits. Donc là, 2 opérations qui sont sur le périph' en cours de chantier. Donc ça, c'est les premiers crowbars qu'on avait fait il y a bientôt 10 ans. Avec donc ce périphérique, un bricorama qui était là. Donc, on a démoli, reconstruit avec cette idée d'une partie comme ça, avec une recherche de porosité derrière. Le talus du périphérique, avec cette idée que le talus, en fait, il fallait réussir à conserver les arbres qui étaient dessus. Alors, un peu compliqué quand même, cette bretelle du périphérique, puisqu'il y a une des bretelles de l'autoroute A6 qui passe en dessous, par ailleurs, et puis une extension de métro sur l'avenue d'Italie. Donc, comment dire, quand on a des infrastructures comme celle-là, c'est quand même pas évident de trouver la place au végétal. Là, on observe beaucoup ce qui est en train de se passer avec le chantier. Et là, pour l'instant, les arbres ont réussi à être conservés. Et ensuite, on va intensifier en végétal le talus pour justement permettre cette continuité jusqu'au cœur de l'îlot. Ça, c'était ce système de barres comme ça qui venait complètement se refermer. Qu'on a dû démolir avec, on connaît ces systèmes constructifs un peu compliqués avec ces parements où les isolants ont souvent pris de l'humidité. Donc, on a tout un système qui, là, en termes de réhabilitation, coûterait beaucoup trop cher, avec donc l'ouverture sur le parc. Donc, tout ça pour dire que ces croquis, ce sont ceux qu'on a élaborés il y a 10 ans, avec là, on a l'atelier Ruelle qui a fait la rue, on a donc la direction des espaces verts de la ville de Paris qui a construit le parc sur la base des cahiers des charges qu'on avait élaborés avec une recherche d'un zéro débit sur l'ensemble du quartier et donc l'ensemble des lots. Et donc ça, ce sont les premières images du parc avec cette continuité hydraulique intégrée à l'intérieur. À droite, on voit le bâtiment de Martin Duplantier ici, le bâtiment de Causse qui s'ouvre ici sur la vallée de la Bièvre. Et puis, ici, la manière avec laquelle on vient au-dessus, donc quand on accède dans les étages, on a ces vues à la fois sur le parc Ellermann, à la fois sur l'autoroute A6 et le périphérique, mais qui finit en fait presque par disparaître en fait à travers l'orientation des logements, le travail qu'on a mené avec les architectes. Ça donne quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Alors après, c'est beaucoup d'intensité sur le périphérique, mais l'idée qu'on a travaillé là, c'était la possibilité de reconnecter le quartier à terme avec un jeu de passerelles et de niveaux, notamment sur cette rue-là pour aller jusqu'au Kremlin-Bicêtre, qu'une fois que le périphérique serait pacifié avec des carrefours intégrés, on puisse faire fonctionner le système. Donc voilà la première visite qu'a faite Anne Hidalgo, où elle a dit que ce quartier serait une preuve de ce que sera Paris demain. Donc c'était un moment important pour nous depuis 10-15 ans de travail pour arriver à ça. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance, mais quand on arrive sur le balcon et qu'on survole la canopée des arbres du parc Ellermann, on se dit qu'on a réussi quelque chose, surtout quand ce sont des logements sociaux qui s'adressent dessus. Après, je fais le lien du coup entre la dimension projet urbain et puis la dimension rue. Là, on est sur le 13e aussi, derrière la piscine de la Butte aux Cailles, sur la rue du Moulinet, rue de Tolbiac. On a une petite opération de Paris Habitat sur laquelle on travaille depuis 4-5 ans. Et donc là, pareil, on hérite de tout un sol en fait, sur un parking
extrêmement minéralisé. L'arrière de la piscine de la Butte aux Cailles, alors qu'il y a un élément de patrimoine pour le coup magnifique, mais qui donne sur la rue une façade quand même pas très gaie. Et puis à l'intérieur de cette piscine, du coup, des plages qui ne sont pas tout à fait au niveau des enjeux quand il commence à faire chaud aussi. Donc là, on a travaillé du coup avec Paris Habitat, avec les élus, sur l'idée de refaire un lien entre le parc Montgolfier qui est derrière, la piscine et puis le square intérieur de la rue. Alors là, ça c'est des images d'architectes. Le concours est en cours de dialogue compétitif en ce moment. Les architectes ont travaillé rudement pour dessiner tout ça. Mais l'idée qui était importante, dont je voulais vous parler là, c'est cette idée qu'à terme, une des rues deviendrait une rue jardin intégrée à cette continuité. Donc ça, c'est quelque chose d'important sur lequel on a travaillé. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une ville comme Paris, qui est extrêmement dense, donc on voit avec les enjeux du confinement, la difficulté qu'on a de se réapproprier des espaces de proximité, de vivre dans une ville aussi dense où dès qu'il commence à faire chaud, donc on annonce, aujourd'hui on a 3 à 5 jours de canicule contiguë, voire un peu plus. Les climatologues annoncent 3 à 5 semaines de canicule contiguë dans les 3 à 5 ans qui viennent. Donc on voit bien que si on ne trouve pas une manière de rafraîchir la ville, les villes denses vont devenir complexes, compliquées à vivre, alors qu'en même temps, c'est une des solutions aux enjeux climatiques. Notamment, on ne va pas se dire que parce que les villes denses deviennent difficiles à vivre, il faut continuer à étaler, parce que là, on retomberait dans un sujet vraiment contradictoire avec ces enjeux. D'où la nécessité de renaturer ces rues et de voir comment on arrive à concilier les besoins des équipements en élargissant les espaces nécessaires pour leur fonctionnement, aux besoins des citadins sur la manière de faire évoluer ces rues. Après, ce qu'on voit, c'est que ça peut se faire dans une ville comme Paris, parce que tout de suite, quand je montre ce genre d'éléments, on monte au créneau en disant que c'est suicidaire, qu'on enlève les stationnements, que les gens ne vont plus pouvoir rouler. Non, pas du tout. En fait, l'idée, c'est de montrer que la ville de Paris est une ville où il y a beaucoup de rues, que les rues n'ont pas besoin d'être toutes carrossables et que si on choisit les bonnes rues pour les renaturer, à ce moment-là, on réorganise le plan de mobilité pour que ça fonctionne derrière. Notamment sur des tronçons comme ceux-là, on peut facilement arriver à trouver des solutions intéressantes. Donc ça, c'est vraiment l'idée. On avait regardé 2-3 rues comme ça. Là, on est sur le parc Moureux. On a 2 morceaux de parc de chaque côté qui sont complètement fermés par ces grilles, ce qui est complètement contradictoire avec l'idée d'une continuité de sol, d'une continuité arborée. Et donc, du coup, on avait travaillé justement sur cette idée de venir retrouver ce parc dans sa continuité, dans son intégrité. Et puis l'idée, c'était de se dire que dans une ville comme Paris, à un moment donné, une fois qu'on renaturait ces différents morceaux de rue, les uns à côté des autres, on pourrait avoir une stratégie globale. Après, souvent, on réfléchit aussi beaucoup sur le lien avec l'architecture. Mais là, en fait, j'ai mis ces références parce qu'en haut, à gauche, vous avez un bâtiment là, des années 70, rue de Reuilly, à Paris, donc qui est extrêmement intéressant, avec des balcons assez profonds, avec une vraie générosité au niveau des plantations, qui est assez simple. Alors en bas, vous avez donc ce fameux bâtiment qui fait la une de tous les journaux là, à Milan. Alors après, il faut faire vraiment très attention parce qu'en fait, il y a un moment donné où le végétal, c'est quand même fait pour être sur le sol. Et donc, du coup, je montre ça parce que pour moi, c'est le moment où on bascule dans quelque chose qui pose vraiment question. Pour moi, il y a un moment où le végétal finit par devenir une sorte d'artifice, une sorte d'élément qui financiarise le coût de construction, notamment quand sur un bâtiment comme celui-là, on a des arbres qui poussent, donc du coup, on a des problématiques au niveau des mottes d'arbres, parce qu'en fait, un arbre, ça a un certain effet levier, c'est-à-dire qu'il faut un certain niveau de motte pour que l'arbre puisse être ancré dans le sol. À partir d'une certaine hauteur de l'arbre, si la motte n'est pas assez ancré, en fait, l'arbre tombe, tout simplement. Alors, du coup, il y a un nouveau métier, peut-être vous ne le connaissez pas, je vais vous expliquer ça, ça s'appelle un armeur de motte.
Alors, un armeur de mode, c'est une personne qui vient tirer des câbles dans les balcons pour tenir les mottes des arbres. Alors après, quand vous achetez un arbre dans ces bâtiments-là, votre assurance vous dit que clairement, vous n'avez rien le droit de planter, que vous n'avez pas le droit de toucher à l'arbre, que si jamais vous y touchez, vous prenez un risque et vous devenez responsable au cas où l'arbre vient à tomber, et que ce sont des gens en rappel qui viennent couper les bourgeons des arbres pour que les arbres ne poussent plus. Donc, en fait, on appellera ça plutôt qu'un arbre paysage, un arbre bonsaï, je ne sais pas trop. En tous les cas, cette manière de financiariser le coût de construction, alors c'est des choses qu'on connaît déjà bien, mais là, pour le coup, à mon avis, c'est peut-être pas trop la solution. Donc là, ensuite, je viens sur Bondy. Donc là, à Bondy, on se balade un peu dans l'Île-de-France pour l'instant avant d'aller à Saint-Mexant-l'École. Bondy, en fait, c'est intéressant parce que c'est un projet sur lequel on travaille pareil depuis 10 ans. J'ai commencé à peu près en même temps que le projet de Porte d'Italie. Et en fait, là, on est vraiment sur cette complexité. Déjà, on n'a pas les mêmes potentiels en termes d'investissement qu'on peut avoir sur des territoires parisiens. Et puis, on hérite aussi d'une ville qui a été beaucoup plus, avec des cicatrices beaucoup plus profondes. Donc, la photo que vous voyez au milieu, ça, c'était le quartier de Lattre, donc en plein centre de Bondy, où on avait beaucoup de problématiques de deal, de drogue, comme on les connaît dans certains quartiers. Et en fait, à cet endroit-là, il y avait donc tous ces garages qui servaient un peu de lieux de stockage qui étaient des lieux extrêmement tendus, qui étaient des impasses. Et donc, on a réussi à faire passer une rue à cet endroit-là dans le projet urbain sur lequel on a travaillé. Après, ce qui est compliqué dans des projets comme ceux-là, c'est que c'est ce que j'appelle de l'acupuncture urbaine, c'est-à-dire c'est des projets où il faut démolir avant de reconstruire, et il faut même avoir déjà reconstruit pour pouvoir déloger des gens, les faire déménager, des commerces, pour pouvoir ensuite démolir. Et donc, on a tout un jeu d'acupuncture urbaine, de domino, qui est extrêmement complexe entre les réseaux, entre les bâtiments, entre les commerces, qui font qu'on est dans des temporalités très, très longues. Il a fallu 10 ans pour construire cette rue. Alors, on peut dire qu'une rue, c'est plutôt quelque chose qui dure dans le temps, mais c'est quand même pas évident. Donc ça, c'est la ville telle qu'elle était au moment où on est arrivé, avec ses arrières d'éléments commerciaux, de rues, les éléments en impasse, complètement fermés, qui étaient en fait où des gens avaient pris le contrôle sur le quartier, juste quelques familles, et puis beaucoup d'espaces minéraux. Alors en même temps, on avait réfléchi avec la ville de Bondy sur une stratégie globale, parce qu'on a beaucoup de projets de rénovation urbaine dans la ville de Bondy, mais qui sont un peu en post-it, les uns à côté des autres. Et donc nous, on était maître d'œuvre sur cette partie-là, et on s'était dit que le lien entre le canal de l'Ourcq, le centre-ville, l'hôtel de ville, c'était vraiment l'élément sur lequel il fallait travailler. Donc ça, c'est tout ce qu'on a démoli ici, tous ces commerces qui étaient posés comme ça le long de la rue, mais sans vraie logique, et qui renfermaient le quartier derrière lui, où il y avait 3 portes pour rentrer. Et ça, c'est la place de la ville, la place du centre-ville, telle qu'on a réussi à la reconstituer en démolissant ces éléments-là, en ayant une place de marché devant. Donc ça, c'était la figure géométrique quand on est arrivé, avec une sorte de giratoire au milieu, la place de l'hôtel de ville ici, les éléments commerciaux, cette barre ici. Et donc ça, c'est le travail qu'on a mené avec cette ouverture à cette place de marché au centre reconstitué. Donc on a travaillé aussi sur... donc ce qui est compliqué aussi dans ces morceaux de ville, c'est le lien entre la partie intense, donc la place de marché, l'endroit où les forains doivent venir, où il faut assurer une commercialité, des flux voitures extrêmement importants, et en même temps cette volonté d'avoir du paysage, de la fraîcheur, donc ce qui est quelque chose d'assez complexe. Donc on a assumé le fait d'avoir une place de marché qui pour le coup était assez minérale, autour de laquelle, donc ça c'est tout le mail planté, donc qui part du centre-ville, qui monte vers le canal. Donc là, je l'ai mis un peu à plat parce que donc à gauche ici, c'est le nord, et à droite, c'est le sud. Donc on voit en vert les arbres existants. Donc il faut conserver les arbres existants et puis venir planter de nouveaux arbres en lien avec la refonte complète du réseau existant. Sachant qu'en plus, il y a toute une problématique de protection des espaces où
où voilà, il y a des services qui aimeraient peut-être avoir qu'on mette beaucoup d'éléments qui protègent. Donc du coup, on a travaillé sur l'emplacement des rochers avec une végétation du coup en lien avec ces rochers. Et puis après, sur la partie la plus minérale, on a travaillé sur des continuités paysagères, mais protégées au niveau des sols, en lien avec le marché, où là, on a planté de manière assez intense pour que ça puisse fonctionner. Et puis, plus on monte vers le nord, plus on a travaillé sur ce lien entre la partie de noue plantée, mais qui soit vraiment en continuité de sol, c'est-à-dire on ne voulait pas une noue qui soit fonctionnaliste, complètement refermée sur elle-même par rapport à la partie liée aux piétons, aux continuités piétonnes, aux continuités cyclables. Et puis après, des pieds d'immeubles, du coup, pour avoir une protection, on vient, pareil, travailler une densité végétale qui permet de à la fois trouver cette continuité nord-sud, tout en travaillant ce lien entre la partie clôturée, la partie ouverte sur la rue, pour justement avoir une densité végétale qui vienne à cet endroit-là. Et puis sur la partie la plus dense, on avait aussi travaillé sur ces éléments de rafraîchissement avec cette fontaine, bien sûr, où les enfants n'ont pas le droit de rentrer dedans, mais où ça se termine quand même comme ça. Voilà. Donc, ensuite, sur Saint-Mexan-l'École, là, je vais expliquer un peu le projet urbain global, la manière avec laquelle on a travaillé sur cette relation entre intensification et paysage. Donc, Saint-Mexan-l'École, on est sur une petite ville de 6000 habitants entre Poitiers et Niort, donc qui a la chance d'avoir un arrêt TGV, puisqu'on a quand même 2000 soldats. On a l'école des sous-officiers de l'armée de terre, en fait, située à Saint-Mexan-l'École. Donc, on a 2000 soldats par an qui sont formés. Donc, c'est tous les sous-officiers que vous voyez sur les alertes attentats, les gens qui surveillent. Et puis donc cette ville, en fait, c'était un centre-ville médiéval avec une magnifique cathédrale. Donc on voit la gare TGV ici, un peu éloignée du centre-ville. On voit la route départementale comme ça. Et puis, comme souvent dans ces villes, donc on a le centre-ville médiéval avec des bâtiments qui correspondent plus en termes de surface, en termes de lumière, à ce que les gens recherchent en termes de confort. On a une ville qui a beaucoup de mal à prendre deux maisons médiévales ou 3 appartements, 5 appartements pour faire une maison parce que ça coûte cher en termes d'investissement et que la rentabilité n'est pas évidente à trouver. Et puis en parallèle de ça, on a beaucoup de lotissements qui sont construits autour de la ville, dans les villes voisines, avec 2 centres commerciaux de chaque côté de la ville, comme souvent. Et donc, du coup, un centre-ville qui perd complètement avec des commerces vides, avec une ambiance un peu compliquée, sachant que tous les flux passent sur la route départementale. Donc, comme on le sait tous, un commerçant ne va jamais se mettre là où personne ne passe, à moins qu'il soit suicidaire. Il va toujours se mettre là où les gens passent, là où les cartes bleues se déplacent. Et donc, du coup, si on ne rentre pas dans le centre-ville, automatiquement, on ne peut pas consommer. Donc, on avait travaillé. Donc là, on a donc cette magnifique cathédrale existante. On a avec la Bastide, donc du coup, on a tout ça qui fonctionne très très bien. On a la Sèvre en fait qui passe en dessous ici, qui ramène beaucoup de paysages, mais qui est vraiment en dehors de la ville. On a tout ce tissu urbain qui est extrêmement dense. Et beaucoup de gens nous disaient, en fait, on n'aime pas venir habiter au centre-ville parce qu'on n'a pas d'espace extérieur où nos enfants peuvent jouer. C'est pas très agréable. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on préfère aller plus loin, où on a un jardin privatif. Et donc, du coup, on avait 2 problématiques sur ce centre-ville. On a aussi donc ici la grande halle de marché, qui était le seul point névralgique, avec ici une rue, avec ici une autre rue, avec la porte de Chalon historique, où il y avait tous les commerces historiques, mais où il n'y a plus beaucoup de commerces aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'était de recréer en fait des continuités piétonnes, cyclables, qui soient lisibles à l'échelle de la ville, et de faire un lien avec la Sèvre pour remonter jusqu'au cœur de la ville, avec un grand mail planté qui est lié au parking en fait, de la grande halle. Et puis de retrouver derrière la halle aussi une autre manière de construire la ville et le paysage.
Donc, on avait fait des chantiers participatifs avec tout le monde. Donc là, on est au niveau de la Sèvre. Donc, on a des parkings comme ça avec des murs qui sont assez jolis. Donc, on avait travaillé sur une manière d'ouvrir les murs pour retrouver des jeux d'eau en lien avec la rivière existante qui sert déjà à certains endroits d'éléments pour jouer. Le parking derrière la halle, on l'a réorganisé pour qu'il puisse servir de champ de foire sur certaines parties de la semaine. Et puis la halle, on est venu l'ouvrir comme ça sur la place, à l'interface entre le Grand Mail planté et la place plus intense où on a réorganisé le champ de foire avec Raphaël qui va... Ah, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je crois que ça marchait bien, Alexandre, hein. Ah ben, j'ai eu un petit problème là, j'avais plus de... Ah. Je sais pas pourquoi ça s'est complètement arrêté. Vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Ah ben, c'est plus important. Et vous Ouais, voyez l'écran ou pas? ouais, mais il faut que tu te remettes en mode projection, du coup. Voilà, C'est... c'est bon là. Bon, désolé, je sais pas ce qui Non, il s'est n'y a pas passé. de souci, bah attends. Donc ça, c'est juste pour faire le lien entre la partie intensification et la partie paysage. Donc sur la partie intensification, on est venu réouvrir la halle en lui pluguant en fait un café. Et l'idée, c'est que le café, parce qu'en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que le paysage, on travaille bien sûr avec des écologues, des paysagistes, avec Raphaël qui prendra la parole après sur la partie technique VRD, parce que tout ça, ça rentre aux chausse-pieds. Mais à un moment donné, on reste architecte aussi, et cette manière de penser la ville par les flux, elle doit aussi, à un moment donné, produire une architecture différente. Et le fait d'être venu en fait créer cette salle de restaurant-bar avec ce comptoir qui est en fait un comptoir qui s'ouvre à la fois côté restaurant, mais aussi côté entrée de la grande halle pour devenir le bar qui sert pour boire un verre de blanc en même temps que je vais chercher des huîtres chez mon marchand. En fait, c'est quelque chose qu'on a construit et qui au final fonctionne plutôt bien. Les gens annonçaient 40 tables par soir. Ils sont arrivés jusqu'à 80 tables par soir dans ce petit café. Et quand la porte s'ouvre et que la halle fonctionne, c'est quelque chose qui marche aussi très bien. Donc, il y avait un potentiel en fait dans ce centre-ville. C'était en fait les marchands qui venaient tous les samedis et tous les mardis, donc 2 fois par semaine. Là, il y avait beaucoup de monde parce que en fait, les marchands ont des produits du terroir que tout le monde recherche. Et le fait d'avoir plugué ce nouvel usage, alors il y avait un petit café en face qui avait très peur parce qu'ils disaient mais vous allez nous faire concurrence, mais en fait non, au final ça l'alimente encore plus et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on retrouve ici tout cet élément patrimonial historique. On retrouve ici donc l'allée Fouchier avec les remparts, les fortifications historiques avec la route départementale derrière, donc qui coupe la ville de ses flux. On a ici l'hôtel de ville, on a ici tout le parking historique avec la halle et puis le parking qui était devant. Donc c'est là où on a refait tout le parking pour réorganiser les flux et permettre d'avoir le café à cet endroit-là, avec l'idée qu'à terme, on réorganise les stationnements de manière à redonner une grande continuité paysagère qui soit une sorte de parc entre partie intense, partie végétale pour ramener une sorte de poumon vert au cœur de la ville jusqu'aux allées. C'est comme si on prenait les allées historiques, alors qui sont classées au patrimoine. Donc là, on travaille avec l'inspecteur des sites. C'est très compliqué parce qu'au départ, on nous disait que c'était intouchable. Et en fait, le problème, c'est qu'un patrimoine, à force d'être intouchable, il finit par tomber en ruine. C'était la vraie difficulté. Et là, aujourd'hui, on travaille en bonne intelligence avec tout le monde pour réussir à trouver cette juste mesure entre le nouveau paysage, les nouvelles organisations de flux et puis l'ouverture de la ville. Donc là, ça, c'est les parkings tels qu'on les a hérités. La manière avec laquelle on essaye de complètement réouvrir avec le paysage. Donc là, on arrive au total à plus 38% en fait de surface végétale. Donc avec la nouvelle mairie qui est arrivée récemment, c'est une des mairies écologistes. Alors c'est pas Bordeaux, c'est pas Lyon, mais c'est Saint-Mexant-l'École. Et donc là, on est passé encore à un peu plus de mètres carrés à leur demande, de mètres carrés de végétal. Alors, un des éléments, par exemple, qu'on n'a pas réussi à faire avec Raphaël, c'est qu'on avait proposé à ce que cette rue-là devienne le parking,
Ça nous aurait fait gagner encore plus de végétal. Et ça, les élus n'ont pas voulu parce qu'ils pensaient que ça allait être contradictoire en termes de fonctionnement. Moi, je reste persuadé que ça aurait été un élément magnifique de rajouter et de transformer cette rue-là en jardin devant les maisons. Mais voilà, après, il y a une évolution, je dirais, des modes de vie, de la manière de voir le rapport au véhicule qui fait qu'à l'époque, on a eu une fin de non-recevoir et qu'on n'a pas pu arriver au bout de nos objectifs. Ça, c'est les croquis qu'on est en train de faire parce qu'il faut aussi qu'on intègre la parole des habitants dans cette dynamique-là. Et malgré le confinement, ce n'est pas évident. Donc, on avait prévu des ateliers, mais malheureusement qu'on n'a pas pu faire pour travailler sur les différents mobiliers entre le jeu, l'agrément, pour ajuster ça en travaillant avec les enfants. Donc, on a préparé des ateliers. Je ne sais pas s'ils pourront se tenir. Ils ont déjà été annulés une fois, malheureusement. Et alors, voilà. Alors, la petite surprise qu'on a eue, c'est au moment des fouilles archéologiques. Donc, c'est ce que disait Sylvain tout à l'heure. Donc, sous le parking, en fait, on a trouvé donc, ces fouilles qui sont les vestiges d'anciens cimetières, d'anciennes parties d'églises qui étaient apparemment dans cet endroit-là. Et des maisons, des fours, une église du XVe siècle, alors qu'il y avait déjà l'église juste à côté. Et donc, du coup, là, on s'est retrouvé dans une vraie difficulté. Le chantier a vraiment failli s'arrêter suite à cette découverte. Et là, on a travaillé donc avec la DRAC pour justement définir en fait les niveaux de terre et les substrats végétaux en fonction d'une stratégie vis-à-vis de la conservation de ces éléments archéologiques. Donc, Raphaël viendra plus dans le détail pour expliquer comment, en fonction des endroits, on a pu travailler. Et puis là, donc c'est le chantier au stade où il en est. Donc, on a des éléments de plantation qui commencent à se mettre en place. Mais je passe la parole à Raphaël et puis ensuite je reviendrai à toi la parole, Raphaël. Bonsoir, merci. Le point de départ, en tout cas pour réussir à faire ce projet, était aussi évidemment de connaître les encombrements du sous-sol avec donc une géodétection des réseaux. Il faut savoir qu'avec la norme, la réglementation des TDICT, les maîtres d'ouvrage ont l'obligation de géoréférencer les réseaux dits sensibles, donc les réseaux dangereux, mais pas nécessairement la totalité des réseaux. Donc ça a été un point de départ pour nous d'obtenir la globalité des réseaux d'une manière précise, de façon à pouvoir trouver nos axes de plantation de manière certaine. Pour rappel, à la norme NFP 98-332 nous rappelle les distances de plantation par rapport aux réseaux existants. Évidemment, elles sont là pour protéger les réseaux, mais il faut, je crois, la prendre surtout dans l'autre sens, c'est-à-dire pouvoir planter un arbre à distance suffisante des réseaux pour lui assurer une longévité, s'assurer, on plante pour plusieurs dizaines d'années, donc d'éviter qu'on vienne chatouiller dans 10 ou 15 ou 20 ans les racines avec des interventions sur réseau. Donc ça a été notre point de départ pour construire le projet. Ensuite, Alexandre, tu peux avancer peut-être. Voilà, donc on avait un projet initial de gestion des eaux pluviales par nous, plantées, donc qui nous permettait de stocker, d'épurer, d'infiltrer et de stocker avant le rejet sur les collecteurs pour limiter au maximum les débits de pointe sur les réseaux. Et puis, comme l'a dit Alexandre, l'arrêté de diagnostic de fouilles archéologiques émis par la DRAC au moment du permis d'aménager, il s'est avéré que effectivement les fouilles ont mis en avant un nombre très important de vestiges à des profondeurs extrêmement peu profondes, jusqu'à moins 10 cm durée de l'existant. Donc sur la totalité du projet, à l'exception d'une zone sur laquelle un bâtiment a été construit dans les années 60 et déconstruit depuis
pour le projet, pour lesquels évidemment les vestiges avaient dû sans doute être détruits au moment de la construction. Donc ces fouilles nous ont obligés à revoir le projet, puisque pour un point de vue, d'un point de vue financier, la collectivité n'a pas pu faire la globalité des fouilles, c'était juste un diagnostic. Donc la seule solution pour nous était de faire avec, et donc de faire un projet qui réussisse à préserver ces vestiges. On a le droit de les conserver, mais ne pas leur apporter atteinte. Donc les infiltrations des eaux étaient du coup interdites, de même que les fouilles trop profondes. Donc le projet de base a dû être revu. Donc on est passé voilà, d'un projet un peu de gestion par nous et infiltration à autre chose. Donc Alexandre, si tu peux changer de diapo. Donc la seule partie de gestion, de libérée par ces fouilles, c'est ce grand bassin que vous avez à gauche. On a réussi à faire quand même un bassin de stockage enterré qui nous a permis, granulaire, qui nous a permis quand même de stocker beaucoup d'eau de ruissellement. Et puis le projet qui prévoyait de planter donc, dans des espaces plutôt en creux, qui permet aussi de garder de la fraîcheur, eh bien, on l'a inversé en créant un tertre, des tertres de plantation étanchés, avec lesquels une géomembrane a permis donc d'éviter que les racines n'aillent détruire les vestiges archéologiques. Et en même temps, on a prévu un peu une sorte on peut imaginer une fosse de plantation étanche avec un drainage qui permet du coup aux racines de ne pas rester totalement dans l'humidité pendant les pluies et les périodes pluvieuses. Voilà, Alexandre, je ne sais pas s'il y avait autre chose. Non. Donc là, on arrive au bout de la présentation. Donc, ce qui est important sur Saint-Mexan, c'est de voir comment on a dû ajuster le projet à cette rencontre. Donc, les plans que je vous ai montrés, c'est vraiment les derniers plans qu'on va construire. Un point important qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, ici, on est venu au niveau de la halle existante, sachant qu'il y avait un perron sur cette halle avec environ 1,50 m, 1,60 m de dénivelé par rapport au parking. Donc, on a pu travailler aussi avec un système de remblai pour regagner des épaisseurs de terre à certains endroits et nous permettre quand même de planter. Donc, dans les endroits où on était sur les fouilles, on est venu avec ces systèmes de remblai, on a travaillé le paysage et on va le travailler avec des jeux de tertre pour retrouver en fait suffisamment d'épaisseur pour planter des arbustes à petit développement, donc de 80 cm à 3 mètres de haut maximum. Et dans les endroits où on arrive à retrouver de la pleine terre, donc même s'ils sont, je dirais, assez contraints, là, on replante des éléments à plus haute tige. Donc, on a fait tout un repérage justement sur ces différents éléments, sachant que c'est surtout sur cet espace-là qu'on a été très contraint. Sur cet espace-là, on redensifie plus parce qu'on est sur l'emplacement dans l'ancien bâtiment qui était désaffecté, donc on a pu démolir. Donc là, on a pu retrouver plus de terre pour pouvoir planter. Donc voilà la présentation. Sylvain, je ne sais pas si je suis dans les temps. Il est 20 h pile. Ça va. Je pense qu'on a tenu les délais. De la part de Sylvain. Alors, écoutez, on va commencer peut-être à prendre des questions. Je vois que Madame Gauthier, Sophie avait une question sur voilà, expliquer SVP noué planté avec surverse et le rapport à la pluie. Je vais peut-être du coup donner la parole à Madame Gauthier pour qu'elle puisse vous poser directement sa question.
Alors, Madame Gauthier, il faut réactiver le micro en bas à gauche. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. Oui, c'était une petite question au passage sur l'avant-dernière slide, sur votre légende. J'ai pas très bien compris. Vous parlez, enfin, il est écrit nous planter avec surverse et pluie supérieure à 10. Est-ce que vous pourriez juste décoder? Alors pour préciser effectivement le principe de gestion, c'est d'avoir un stockage d'une pluie de l'ordre d'une pluie décennale. Donc on calcule en fait des volumes de stockage dans ces noues à ciel ouvert qui nous permettent de stocker un événement qui arrive tous les 10 ans, donc une hauteur de pluie de tant de millimètres. Et du coup, ça nous permet d'avoir en fait une gestion tampon, de ne pas avoir des écoulements de surface qui arrivent tous à un point de rejet à l'aval tout en même temps. Ça nous permet voilà, de ralentir en fait les écoulements. Donc on stocke directement finalement là où tombe la goutte d'eau. Donc dans une noue en l'occurrence, et puis quand cette noue elle est saturée parce que l'événement il est plus important ou que l'eau n'a pas eu le temps de s'infiltrer, et bien là ça repart vers le collecteur, ce qu'on appelle une surverse, mais on a stocké sur notre opération la majorité de l'eau pour une hauteur d'un événement de type décennal. D'accord, merci. Donc, en fait, le pluie supérieur à 10, ça concerne l'épisode, en fait. Hein, l'épisode, l'occurrence, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, du coup, Charlotte, je crois qu'on a d'autres questions dans le chat. Robinson, je ne sais pas Oui. qui est Robinson. Du coup, comme Allô, vous êtes bonjour. Oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez Oui. vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Robinson Acide, je suis étudiant à l'école du Breuil en terminale. Super. Et donc là, donc je suis venu ici pour un peu intervenir et regarder un peu ce que vous faites. Alors, vous pouvez poser votre question aux intervenants. Et du coup, la question que je me suis posée, c'était quel type de plantes avez-vous planté sous ces vestiges archéologiques? Sur l'avant-dernière slide que vous avez. Donc là, on est sur différents types de plantes. Donc bien sûr des plantations plutôt locales. Et donc du coup, on a travaillé plutôt sur des arbustes de type fruitier. Pour tout ce qui est arbuste, quoi. Donc on est plutôt sur du prunus, du cerisier, des arbustes à fleurs. On voulait vraiment beaucoup de fleurs. Et après, sur les parties plus herbacées, là, on est sur du graminé. On essaye de ramener un peu d'épaisseur sur ces éléments-là. Raphaël, je ne sais pas si tu as des compléments là-dessus. Ouais, et puis on a travaillé aussi beaucoup, on travaille beaucoup sur les CP, des arbres en CP voilà, qui donnent quand même beaucoup de volume aussi, et pas forcément un besoin en termes racinaires trop important, parce que c'est là où il faut réussir à faire la bonne composition, puisqu'on a besoin d'un développement aérien, mais on est quand même un peu limité justement par rapport à ces vestiges et au volume de terre présent. Raphaël Hénard, c'est pas présenté. Raphaël, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu quand même, parce que c'est important que tu expliques tes compétences, d'où tu viens, tout ce que tu as fait en 2 minutes, hein, mais ça me semble important quand même. D'accord, merci. Raphaël Hénard, donc moi je travaille dans un responsable maîtrise d'œuvre à Niort dans un bureau d'études qui s'appelle Cité à Conseil, et on travaille depuis 20 ans sur les techniques alternatives de gestion d'eau pluviale. Donc c'est une gestion par nous, on évite le tout tuyau, voilà, on essaie de trouver des solutions pour plutôt utiliser l'eau de pluie pour arroser les espaces verts plutôt que de les emmener dans des tuyaux et dans un bassin généralement pas très joli enfin au bout d'opération. Et puis nous on travaille dans la région Grand Ouest
On a fait quelques opérations, notamment sur Nantes. On a beaucoup travaillé sur l'île de Nantes avec Alexandre, un autre Alexandre Chemetov. Et puis on a travaillé notamment sur la place la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. On a créé des bassins. On essaie de trouver des solutions pour amener de la fraîcheur et désimperméabiliser les sols. Ça fait partie de nos volontés au quotidien. Et donc, c'est important de dire qu'un architecte urbaniste paysagiste sans un bureau d'études avec les compétences de Raphaël ne pèse pas grand-chose parce que, enfin, je veux dire, toute la partie conception est fondamentale. Il faut à un moment donné embarquer les élus, les habitants dans toute cette dimension. Mais quand il s'agit de passer à ce niveau d'exécution extrêmement technique et détaillé, le fait d'avoir à côté de soi un bureau d'études comme celui de Raphaël avec l'expérience qu'il a pu avoir sur l'île de Nantes, c'est quand même quelque chose de déterminant. Merci. Je vois que nous avons une question de Madame ou de Monsieur Hoang. Madame Wong, bonsoir. Madame, bonsoir. Je vous remercie pour cette présentation, c'était très intéressant. Je me posais la question, en effet, on vous perd. Excusez-moi, pardon. Ça m'est déjà arrivé d'entendre les services d'une ville ne pas être prêt à investir ou en tout cas à avoir l'habitude d'entretenir plus d'espaces verts qu'ils n'ont déjà. Et en fait, je voudrais avoir peut-être des conseils ou en tout cas une expérience ou un retour sur le sujet. Est-ce que vous rencontrez ce genre de difficultés et si oui, comment pouvoir présenter Vous pouvez nous préciser, s'il vous plaît, vos fonctions d'où vous nous parlez? Excusez-moi, j'ai un peu du mal avec... Je suis Zina Tung, je suis architecte et j'ai déjà travaillé sur l'aménagement urbain d'un petit centre-ville de Sénart. Et voilà, et j'aime beaucoup cette démarche et les études, travailler sur ce genre de projet. Donc, dans cette continuité, j'aimerais pouvoir présenter ce genre de dispositif aux collectivités. Mais voilà, les petites villes que je connais, en général, elles sont pas habituées, en tout cas, à une gestion des espaces verts et j'aimerais pouvoir les orienter mieux sur le sujet. Et donc là, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on se retrouve souvent confronté, c'est-à-dire on est face à des services, à des élus qui ont de moins en moins, je dirais, de moyens, à la fois pour l'investissement, mais aussi et surtout pour la gestion dans le temps. Et l'équation, la bonne équation qui permet d'arriver à ce niveau de projet est vraiment pas évidente. Et là, ce qu'on vous montre là, c'est le résultat d'un consensus quand même qui a été long et difficile à trouver parce que au départ, on a eu exactement les mêmes réactions que les vôtres. Et au final, ce qui a fait basculer les choses, je dirais que c'est pas que nous, quoi. C'est à un moment donné le fait d'avoir échangé avec les habitants. Et à un moment donné, quand la ville s'est rendue compte que, OK, il y a besoin de parking, OK, il y a besoin de bitume, mais que les habitants sont quand même de plus en plus en demande de cadres de vie plus agréables, de paysages, de vivants au cœur de la ville. Et on se retrouve dans des confrontations. Et le fait de mener ces concertations où les paroles peuvent s'exprimer, c'est-à-dire entre d'un côté les commerçants qui disent non mais c'est pas possible d'enlever les parkings, vous allez nous tuer, hors de question, il en faut plus, et puis en même temps en face d'eux les habitants qui disent oui d'accord mais sauf que moi je vis pas dans ma bagnole et qu'à un moment donné quand je viens avec ma poussette, mes enfants, j'aimerais bien quand même avoir un endroit un peu viable. Et ça oblige à trouver le bon niveau parce que je veux dire le commerçant sans habitants il vit pas non plus, quoi, il vit plus non plus. Donc ça, c'est là on rentre dans la dimension politique. Et c'est là où à un moment donné il faut que la ville arrête de se penser, je dirais, dans son niveau technique entre élus et qu'il faut ouvrir le débat, ouvrir la ville sur le dialogue. Alors c'est bien de le dire, c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est clair.
Après, aujourd'hui, avec les enjeux auxquels on est confronté, je pense que les villes vont être de plus en plus, enfin, avec la question, une des phrases clés aujourd'hui, c'est s'appuyer sur l'évolution climatique, quoi. Le fait de dire aux élus qu'on va passer de 3 à 5 jours de canicule contiguë à 3 à 5 semaines de canicule contiguë, et que les villes denses, si elles restent dans l'état de minéralisation et d'îlots de chaleur dans lesquels elles sont, elles vont devenir invivables. Invivables. C'est-à-dire que les gens vont fuir les villes denses. Donc il faut tout de suite agir, quoi. Est-ce que je peux me permettre également de poser une deuxième question? Bien sûr, allez-y. En fait, je me demandais aussi, je ne sais pas si vous avez aussi le problème avec les commissions accessibilité qui ont leur juste mot sur le sujet. Rendre perméables les sols, bah oui, forcément, mais comment trouver le bon revêtement de sol qui soit compatible à tout type d'usager, je trouve que ce n'est pas toujours aussi évident. Donc, voilà, je lance cette problématique. Je ne sais pas si vous avez un retour aussi sur le sujet. Raphaël, tu veux répondre quelque chose là-dessus? C'est comme tu le disais aussi, par rapport au choix même d'avoir des espaces à entretenir sur une commune. Là, on est aussi sur des discussions et une acceptation. La norme, elle nous dit, pour les PMR, enfin les personnes à mobilité réduite, les joints ne doivent pas faire plus de d'un centimètre pour être accessibles. On peut faire des pavés à joints fertiles qui ont 1 centimètre et qui sont dans la norme. Après, effectivement, c'est moins agréable qu'un enrobé. Après, c'est une question d'acceptation et de dialogue, quoi, pour réussir à faire passer ce genre d'idées et de réalisation. Très bien. Merci Zénat. On a une question de Frédéric Blaise, mais je voulais juste rebondir, Alexandre. Est-ce que tu peux, comme tu disais, les centres-villes vont devenir invivables si on ne fait rien. Tu as parlé tout à l'heure quand même d'une temporalité longue sur ces projets. Comment est-ce qu'on fait passer, enfin à partir de quel moment ça devient efficient sur le phénomène d'îlots de chaleur urbain, ces actions de renaturation? Et est-ce que tu pourrais donner éventuellement quelques éléments de coût de mise en œuvre ou, voilà, pour les municipalités notamment? Est-ce que c'est des travaux lourds financièrement engagés? Est-ce qu'elles y voient des bénéfices écosystémiques parce que peut-être ça va modifier leur stratégie d'entretien, etc., d'un certain nombre de choses? Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, puis après en donnant la parole à Frédéric Blaise? Donc, sur les questions de... Alors, attends, parce que là, tu as posé beaucoup de questions. Donc, temporalité, est-ce que tu as parlé d'une dizaine d'années pour Bondy, par exemple? Alors, oui. Voilà. Alors, donc, du coup... c'est certain que, je veux dire, un arbre ne pousse pas en 5 jours et que planter des arbres au-delà d'un tronc de 15 cm, voilà, 30 cm grand maximum, c'est quand même très compliqué pour qu'ils prennent derrière. Après, moi, enfin, voilà, c'est vrai que c'est une temporalité de dingue. Je pense qu'il faut trouver de nouvelles manières d'agir. On a mis 15 ans pour faire le quartier à Porte d'Italie, 10 ans pour construire une rue à Bondy, et on voit bien qu'il nous reste 10 ans pour réussir à gagner les 1,5 degrés. Donc, je veux dire, plus tôt on s'y met, plus tôt on va y arriver, ça c'est certain. Après, il faut se donner des méthodes, hein. Il va falloir, je ne sais pas, on a inventé une loi SRU pour construire les logements sociaux là où les gens ne voulaient pas les construire. Là, j'ai entendu récemment que 4 villes du Val-de-Marne vont être, la préfecture reprend le droit d'instruction des permis de construire dans ces communes parce qu'elles ne veulent pas construire les logements sociaux qu'elles sont obligées de construire. Maintenant, il y a peut-être aussi une loi intégrée sur ces enjeux de renaturation pour qu'on aille plus vite et qu'on puisse agir. Il faut aussi des capacités d'investissement. Il faut que ces capacités d'investissement, elles se trouvent au niveau européen, au niveau régional. Il faut que les collectivités se fédèrent. Il faut peut-être trouver aussi une manière de solidariser les entreprises qui ont aussi un intérêt à ce que ça se fasse rapidement, ceux qui habitent à côté de ces espaces. Je ne sais pas... Il y a plein de choses à inventer.
Après, sur les coûts, je ne sais pas, Raphaël, toi, peut-être sur les coûts à Saint-Mexan, peut-être. J'ai pas, enfin, on a un coût d'aménagement qui est pas, qui doit être de l'ordre d'une centaine d'euros au mètre carré d'aménager. Après, c'est pas spécialement un aménagement qui coûte beaucoup plus cher, quoi. C'est une question Après, il faut démolir, il faut reconstruire. Donc, mais ça, c'est intégré dans le bilan global, quoi. Mais je me demandais même si renaturer, en tout cas planter, ne coûte pas moins cher qu'enrober et minéraliser avec tout, à quelque part. C'est pas un gain finalement financier. Si, bien sûr, bien sûr. Après, l'exemple c'est peut-être un contre-exemple à Saint-Mexan, puisque ces vestiges nous ont quand même obligés à faire des aménagements assez conséquents pour préserver les vestiges archéologiques, mais d'une manière générale, évidemment, le mètre carré planté, en tout cas d'investissement. Après, les communes, effectivement, verront la partie fonctionnement derrière, mais en tout cas, en investissement, on est effectivement beaucoup moins cher en matériaux végétalisés, enfin, en plantation, en minéral, bien sûr. Le mail, là, dont on parlait à Saint-Mexan, c'est 1,8 million d'euros d'investissement au total, avec 180 000 euros pour le lot espace vert. Après, il faut comprendre Après, bien sûr, en fonction des villes dans lesquelles on n'est pas tout à fait dans les mêmes positions. On ne peut pas, par exemple, comparer Bondy à Saint-Mexan. Saint-Mexan, c'est une ville qui ne s'était pas endettée, qui avait une forte capacité d'endettement. Et donc, du coup, elle s'est dit, voilà, c'est aujourd'hui ou jamais, quoi. Donc, il faut que j'assume que mon centre-ville, il faut l'adapter aux enjeux d'aujourd'hui pour qu'il puisse répondre aux besoins des habitants. Et donc, du coup, là, ils ont investi. Alors, si on prend le café, l'extension de la halle, au total, ce sera un projet à 6-7 millions d'euros. Mais 6-7 millions d'euros sur 10 ans de projet, sur un investissement sur 30 ou 50 ans, à l'échelle d'une ville, ben voilà, ça se réfléchit. On a toujours une ville, je dirais, c'est comme une bonne entreprise. Une entreprise qui ne s'endette pas, c'est une entreprise qui ne pense pas à l'investissement pour demain. Je dirais qu'une ville, elle est un peu dans la même logique. Alors après, dans une ville comme Bondy, où là, la capacité d'investissement est quand même beaucoup plus complexe, là, il y a les aides, il y a les fonds européens, il y a l'ANRU. Donc, c'est là où il y a une sorte de capacité d'investissement à trouver qui n'est pas toujours évidente, quoi. Merci. On va donner la parole à Monsieur Blaise. Si vous pouvez vous présenter et poser votre question aux intervenants. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc Frédéric Blaise, je suis architecte et j'ai monté une agence d'architecture et d'urbanisme il y a 3 ans avec 2 associés, voilà, qui s'appelle Architecture Lien Territoire. Et donc la question de la renaturation des sols, une question qui nous intéresse beaucoup, qu'on a essayé de développer sur un projet issu du concours Europan et qu'on travaille encore aujourd'hui donc sur la ville de Grigny, Vris-Orangis, dans le cadre d'un autre concours Europan. Et dernièrement, on s'est posé la question avec mes 2 associés pour répondre à un appel d'offres Ville de Paris qui proposait donc de renaturer des rues parisiennes. Voilà, et on s'est beaucoup posé des questions sur comment est-ce que ça pouvait se passer avec tous les réseaux et tous les concessionnaires qu'il y a sous les rues parisiennes. Voilà, donc comme la présentation parlait du 13e arrondissement, du 13e arrondissement, pardon, aux abords de la piscine de la Butte aux Cailles. Voilà, je voulais savoir si c'était possible d'avoir un retour d'expérience sur ce type de discussion qui doit forcément y avoir. Alors c'est vrai que c'est une question très importante. On voit à Paris qu'on ne peut pas faire des trous n'importe où, n'importe comment. On voit bien que c'est extrêmement dangereux. On voit bien les accidents qu'il y a pu y avoir et sur lesquels la ville de Paris est très très vigilante et regardante. Après, on va avoir un vrai sujet aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, dans les années qui viennent, il va falloir renaturer le plus rapidement possible, avec le plus d'efficience possible sur la manière avec laquelle on reconstruit du sol vivant et pas du sol neutre.
Et donc, par rapport à ça, c'est ce que disait Raphaël, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé quand on a avancé sur Saint-Mexan, mais on avait fait pareil sur Bondy, c'est qu'on hérite de sols en fait dont on ne peut pas avoir un diagnostic précis, fin. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, le médical a fait des progrès complètement dingues avec les scanners 3D, tout ça. Je veux dire, à l'échelle d'une ville, c'est juste impossible. Donc, on essaye de minimiser les risques, comme le disait Raphaël, avec des systèmes de sondage pour essayer de situer les réseaux. Souvent, on hérite de plans de réseau qui sont justes, mais à quelques mètres près. Donc, du coup, là, vous avez des diagnostics complètement dingues à demander aux concessionnaires réseau. Alors, aujourd'hui, les concessionnaires doivent connaître, c'est-à-dire ils ont une part de responsabilité suite à une loi qui est passée il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, sur le fait qu'ils ont une obligation à connaître leur réseau et à nous dire où ils passent au moment où on agit sur la ville. Mais en fait, ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que pour faire ça, en fait, ils sont obligés de faire des diagnostics extrêmement complexes, extrêmement coûteux. Et donc, du coup, à un moment donné, on ne va pas pouvoir voilà, dévoyer les réseaux pour refaire de la terre en ville. Donc, c'est là où, pour moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait inventer une nouvelle manière de faire à travers le temps. C'est-à-dire agir là où on connaît le plus rapidement possible. Et là où on ne connaît pas, peut-être venir plutôt sur des substrats qu'on vient ajouter, un peu dans la logique dans laquelle on est arrivé à Saint-Mexan-l'École, c'est-à-dire en essayant de plutôt préserver. Et ça, Gilles Clément l'a très bien montré à Saint-Nazaire, sur la base de sous-marin nucléaire de Saint-Nazaire, en fait, où il montrait qu'avec des substrats très fins, on peut reconstruire du vivant. Après, le problème, c'est que là, on ne stocke pas en carbone. C'est ça qui est compliqué. On peut recréer des strates très fines avec des éléments qui sont quand même intéressants en termes d'agrément, de mousse, mais pour recréer du vivant et stocker du carbone, ça, c'est une autre histoire, quoi. Donc, c'est là où la ville de Paris, je dirais, avance sur pas de velours, quoi, parce qu'il y a toute cette vision que moi j'essaye de donner sur le lien entre le parc des hauteurs, des rues renaturées. Mais je dirais la ville de Paris là-dessus, c'est pas évident, quoi. C'est très compliqué, quoi, de mettre en place une stratégie opérationnelle sur ces dimensions-là. Et je pense que entre l'image et la réalité, on voit bien que la ville avait proposé plusieurs tiny forests avec une stratégie de revégétalisation. On voit bien que c'est pas évident, quoi. Après, on peut ramener de la terre. Encore faut-il que cette terre arrive d'endroits précis. Voilà. Juste, Alexandre, pour rebondir, est-ce que des stratégies, je crois que c'est la ville de Caen qui a un projet là récemment de débitumer des bandes de trottoirs pour engazonner des surfaces. Ça, c'est efficace. Assez rapidement, on peut reconstituer un sol vivant. Parce qu'il y a pas mal de trottoirs assez larges dans Paris, peut-être, qui pourraient par moment être réduits en largeur pour réengazonner ou replanter. En fait, il y a plein de stratégies à inventer. Je pense que ça peut être un élément intéressant. Par contre, le sol vivant, si tu veux, le gros problème, c'est quand ton sol est vitrifié, neutralisé, c'est-à-dire si tu n'as plus d'échange entre le sol profond. Enfin, l'exemple typique, c'est le ver de terre, quoi. C'est les grands experts spécialistes des sols qui expliquent ça, quoi. Mais ça, il faut absolument regarder les vidéos de la famille Bourguignon, du laboratoire de microbiologie des sols, qui expliquent ça très bien. C'est des gens avec lesquels Gilles Clément a beaucoup travaillé. Il y avait Xavier Marié qui est intervenu, qui connaît ça aussi très très bien, qui est quelqu'un de passionnant dans le domaine. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as une faune... en fait, ce que disent la famille Bourguignon, c'est que tu as 1000 fois plus d'espèces vivantes sous terre que sur terre. Et que cette faune, en fait, elle fait respirer le sol et c'est ce qui fait que le sol va stocker du carbone. Tu as tes clopores, tu as tes vers de terre, tu as plein d'éléments qui viennent décomposer les végétaux, qui font le lien avec ce que ramènent les vers de terre du sous-sol, qui réinventent ce sol fertile. Si tu rajoutes juste une couche de terre qui n'est pas suffisamment épaisse pour permettre ça, ce sera un sol qui ne sera pas très intéressant de ce point de vue-là. C'est ça qui est compliqué. C'est comme quand tu mets des arbres, que tu les compartimentes trop. En fait, il y a beaucoup d'eau dedans. Du coup,
ils finissent par pourrir, quoi, parce qu'ils n'ont pas assez d'espace, quoi. Donc c'est là où il faut une continuité entre une partie de strate qui peut être plus ou moins épaisse et puis des endroits où tu crées des puits. Et c'est là où la transition est compliquée. Là, on travaille sur des endroits où on commence à creuser. Tu trouves une dalle en ciment, une grave ciment de 40 cm d'épaisseur. Là, on a commencé, on s'était dit, on va refaire un endroit complet. Non, parce que là, il faut que tu aies un marteau-piqueur, il faut que tu tapes dans la dalle pendant 3 semaines non-stop. Tu as 4 personnes qui se relayent chaque jour. Donc, si tu dépenses plus d'énergie à péter la dalle il y a un moment donné, ta compensation carbone, elle devient nulle, quoi, ou elle devient pire, quoi. Donc, c'est là où il y a on n'a pas encore l'équation, mais il faut la construire. Il faut la construire. Et quelle est la qualité des remblais derrière, en dessous? Quand on pense au quartier de Ménilmontant, par exemple, ça a été constitué beaucoup de remblais de déchets de la ville de Paris pendant des centaines d'années. Donc les sols, la qualité des sols qu'on retrouve en dessous dans ces cas-là, comment ça se... On a un retour là-dessus? Ça peut être très mauvais. Hein. Ouais. Alors après, là, tu rentres dans ta prochaine conférence, je crois, qui sera D'accord. la conférence sur les sols pollués. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, nous, on travaille sur une ou deux friches comme ça, notamment à Lille, sur le quartier de Branche-de-Croix, là où on est sur des sites extrêmement pollués le long d'un bras mort du canal. Là, en fait, à un moment donné, alors ça dépend à quelle échelle tu travailles. À l'échelle d'une rue, c'est pas possible. Mais quand tu es à l'échelle d'un quartier, entre les terres les plus polluées, les terres les moins polluées, les parties en zone humide, il faut, en fonction de ce que tu as analysé, de ce que tu hérites, du niveau de pollution, de la profondeur de cette pollution, il faut essayer de travailler sur des jeux de dépôt de terre, voilà. Tout ça dans des normes extrêmement complexes, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est très compliqué. Merci. Je vois que Sophie Gauthier a une question, apparemment, si vous voulez prendre la parole. Sophie, on vous entend pas. Votre micro n'est pas activé. À chaque fois que je l'active, vous le coupez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Donc, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. En fait, je suis architecte, urbaniste et j'ai créé il y a 1 an un bureau d'assistance à maîtrise d'ouvrage dédié aux collectivités et aux investisseurs, donc promoteurs, pour les aider dans leur stratégie de résilience par l'agriculture urbaine. Et donc, quand on pense, alors je voulais un petit peu, comment dire, voilà, soulever la question le rôle très intéressant, selon moi, de l'agriculture nourricière dans l'aménagement des villes. Et je voulais avoir un peu votre retour. Alors, sur cette question-là, nous, on s'est posé beaucoup de questions. On travaille sur des questions comme ça d'agriculture urbaine sur des quartiers nord de Marseille, entre Frévalon, La Rose. On a on a une rivière qui s'appelle le Jarret, et puis on a des collines comme ça abandonnées qui sont à différents endroits, un peu comme celle que je montrais de Romainville, où il y a des potentiels comme ça de renaturation extrêmement intéressants. Et on se rend bien compte que pour certaines populations, en fait, ce jardin potager, en fait, c'est pas résiduel du tout, quoi. Ça permet de boucler les fins de mois. C'est quelque chose d'extrêmement important. Après, comment on arrive et on le voit encore aujourd'hui à certains endroits du Grand Paris, il y a des endroits où il y a des jardins potagers qui sont extrêmement intéressants. Là, je lisais un article sur un fort à Aubervilliers où il y a des jardins potagers depuis des années qui vont peut-être être démolis par certains projets, donc ça pose des vraies questions. Après, moi, je pense que c'est savoir à quel moment j'arrive à construire un jardin qui devienne un jardin. En fait, il faudrait presque une séance complète sur le sujet. Parce que là, je vois, selon les endroits,
on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Là, je vois, à Marseille, on a mis des bacs, on travaille avec des associations extrêmement intéressantes d'agriculteurs urbains qui font un boulot génial. Mais le problème, c'est que le bac, donc, il permet d'avoir des éléments de rendement intéressants, mais à un moment donné, les gens n'arrivent pas à se les approprier. Donc, il y a une dimension sociale derrière le bac qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, chacun voudrait avoir son petit jardin individuel, genre jardin d'ouvrier. Mais en fait, avant d'être capable d'avoir un niveau de rendement et de culture sur son jardin ouvrier qui fait que la personne arrive à faire quelque chose et qu'elle ne lâche pas le jardin au bout de 3 mois parce qu'elle se dit mais ça ne marche pas, en fait, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas tout de suite les tomates et les haricots au bout du jardin, et ben, du coup, il y a une pédagogie, il y a une structure associative qui doit être extrêmement forte et qui demande un vrai boulot, quoi. Et donc ça, c'est compliqué. Puis après, moi, ce que je me dis aussi souvent, c'est qu'il y a une question de coût et de solidarité entre, voilà, l'Île-de-France, c'est quand même des terres agricoles à l'échelle de cette région. Et donc, du coup, il y a des agriculteurs qui sont là, quoi, qu'il faudrait peut-être remettre en réseau avec cette ville-centre trop dense pour faire du lien. Après, ouais, pour moi, c'est vraiment un vrai sujet. C'est peut-être la nécessité d'une visio sur le sujet et dont je ne serai certainement pas le meilleur spécialiste pour le coup. Ben, oui, alors ça, c'était un premier volet. C'est effectivement le volet que vous avez cité avec la fonction sociale de l'agriculture urbaine, mais ce n'est pas tout. Moi, je suis membre de l'AFOP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, qui développe beaucoup de formes d'agriculture horizontale, verticale, etc. Et si je voulais aller un petit peu plus loin dans ma question, est-ce que vous ne pensez pas que quand il s'agit justement de reconstituer un sol vivant, l'agriculture urbaine peut avoir un sens aussi? Bah, complètement, dans l'idée d'une agriculture un peu rustique, dans le fait de réintégrer, on pourrait tout à fait imaginer des éléments comme ça. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de gestion, on se rend compte à la fois dans la capacité qu'on a de cultiver pour du jardin, mais pas seulement. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a imaginé sur certains projets, c'est que quand vous plantez, en fait, vous pouvez aussi recréer une économie, vous pouvez créer des pépinières. Souvent, les villes, en fait, ont laissé tomber les pépinières historiques qu'elles avaient. Elles s'achètent, après, elles privatisent, elles vont chercher des végétaux à l'autre bout de l'Europe pour les ramener en France. Le fait d'imaginer qu'il y a une nouvelle économie à travers des espaces oubliés sur lesquels on pourrait imaginer ça, ça serait vraiment intéressant. Donc, le fait de faire gérer certaines parties sur ces espaces agricoles, urbains, par des associations, ça, c'est quelque chose. Après, souvent, nous, la difficulté qu'on a dans les projets dans lesquels on travaille, c'est la difficulté de trouver ces associations, c'est-à-dire des associations structurées, avec un savoir-faire, avec des gens qui tiennent vraiment. Enfin, on a des associations qui s'engagent, mais elles ont beaucoup de mal à amener les gens dans cette logique-là, quoi. Les habitants, notamment. Bien. Ben, écoutez, messieurs, on a dépassé les 20h30, donc c'est très riche, cette conférence. Je vois qu'il n'y a plus de nouvelles questions. On a beaucoup de remerciements pour les interventions. Peut-être qu'on pourrait renvoyer sur les liens de l'opération de Gilles Clément, si tu as éventuellement une adresse sur l'opération de Saint-Nazaire. Ben, en fait, effectivement, il faut aller sur son site internet. Voilà, sur son site à lui. Il y a un site internet où vous trouvez vraiment des choses magnifiques. Il faut aller sur le site du Collège de France pour ses conférences. Là, il y a toute la ville frugale avec Roger Madec, tout ça, où ils ont tout un cycle de conférences où il va intervenir. Donc, vous arrivez à trouver plein de choses sur Internet. Après, il y a toutes ces publications que vous trouvez sur le tiers paysage, sur le jardin planétaire. Vraiment, c'est un souffle de dingue en termes de philosophie, en termes de vision et puis aussi de dimension opérationnelle, quoi.
On ira regarder tout ça, on essaiera de mettre des liens sur la page Retour sur le durable sur notre site Ecopolis et sur la page de l'Ordre. On a noté aussi les vidéos de la famille Bourguignon. Et puis du coup, Sophie Gauthier, vous avez parlé de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, c'est ça? On essaiera de retrouver l'URL aussi. Sauf si vous pouvez nous le mettre peut-être dans le chat, si vous avez l'adresse. Voilà. Donc, je vais juste vous reprojeter le petit écran de clôture pour vous rappeler que la prochaine conférence, alors on n'a pas encore fixé les dates comme je vous disais tout à l'heure, mais on en fera une en mi-janvier, probablement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Mi-janvier, fin janvier, et la suivante courant février. Charlotte, est-ce qu'on ferme la boutique? Oui, oui. Merci à tous en tout cas d'être venus pour tous ces échanges. Et donc du coup, je vais vous demander à chacun de bien vouloir vous déconnecter. En tout cas, merci beaucoup Alexandre, merci Raphaël pour vos interventions. Bravo. Merci à vous, avec plaisir. Bravo. Merci. Au plaisir de se voir en 3D surtout, en vrai. Merci. Merci à tous. Merci à tous.